Ce téléphone, c'est une merveille d'ingénierie. Et pourtant, après un mois avec, je suis obligé de te dire, c'est un appareil qui est volontairement limité. Samsung a corrigé presque tous les défauts qu'on lui reprochait, le pli est quasi invisible, l'écran externe est immense et il est incroyablement fin. Alors, est-ce que le Flip 7 est le téléphone pliant parfait qu'on attendait tous? La réponse est beaucoup plus compliquée que ça. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Pendant des années, Samsung c'était le pionnier du pliant, mais toujours avec un peu de retard. Ils ont lancé le jeu, mais Motorola ou Xiaomi venaient chaque année leur donner une leçon. Et puis 2025, le Flip 7 débarque et là, sur le design, c'est la claque. Regarde-moi ça. Cet écran externe de 4,1 pouces, enfin bord à bord. Fini le gadget, bonjour le vrai smartphone compact. Tu peux vraiment l'utiliser plié et cette finesse 6,5 mm une fois déplié, c'est bluffant. Et flippant même puisque je me demande comment ils ont pu faire tout tenir là-dedans. La batterie, le processeur, les capteurs et cette charnière complexe. Le truc, c'est que ça marche bien. Avec ses 1,3 cm d'épaisseur pour 8,5 cm d'auteur, le Flip 7 se glisse dans n'importe quelle poche. Tu l'oublies, c'est ça, c'est la vraie réussite. Moi, je l'ai emmené sans coque à l'île Maurice, sur la plage, dans le sable, résultat, aucune rayure, ni même de peinture qui s'écaille. La nouvelle charnière respire la solidité. Sauf que, il y a un mais. Une étude du groupe Fnac Darty le dit clairement. Les anciens pliants tombent en panne 10 fois plus que les smartphones classiques. La faute à l'écran souple et à la charnière. Alors oui, la charnière semble plus solide, mais pour avoir des statistiques fiables, il faudra attendre l'année prochaine. Donc c'est un pari sur l'avenir. Ok, le design c'est une réussite, mais dès que tu ouvres la fiche technique, la douche est un peu froide. On a une plus grosse batterie de 4300 mAh, c'est bien. Un écran principal un peu plus grand, 6,9 pouces, mais la charge est seulement de 25 watts. Tu mets littéralement 30 minutes pour récupérer 50%. En 2025, à plus de 1000 €, c'est juste inacceptable. Et ça continue. Le processeur, un Exynos 2500, il est moins puissant, moins efficient que le Snapdragon 8 Elite qu'a son grand frère le Fold 7. Sur Genshin Impact, le jeu te déconseille les graphismes au max, ça ne donne pas confiance sur sa capacité à faire tourner les gros apps dans 5 ou 7 ans. Encore une fois, on est sur du premium et à ce prix, on est en droit d'être exigeant et de s'attendre à avoir les meilleures technos possibles. On parle d'un téléphone vendu à sa sortie à plus de 1000 € tout de même. Côté photo, attends-toi à du recyclage. C'est simple, on prend les mêmes capteurs que sur le modèle de l'année dernière et on recommence. Une caméra selfie de 10 mégapixels, à l'arrière un ultra grand angle de 12 mégapixels et un grand angle de 50 mégapixels. Si la photo est ta priorité, le Flip 7 te demande un sacrifice. Il n'y a pas de téléobjectif, pas de zoom optique. Tu vas me dire, ok Jason, mais il y a l'IA, le zoom numérique. Sauf que l'IA ne fait pas tout. Regarde, sur ces clichés, en zoom x2, ça passe encore, mais si tu pousses en zoom x3, x4 ou même x10, là tu vois le lissage qui est agressif et les détails qui vont s'effacer. De nuit, je vais être honnête, le téléphone s'en sort bien, il capte la lumière et il rehausse les scènes comme il faut. C'est très correct, mais devine quoi? C'est encore toujours le zoom qui déçoit. Pour les réseaux sociaux, en plein jour, les clichés sont très bons, mais on parle d'un téléphone à plus de 1000 €. Donc dans ce segment de prix, le manque d'effort sur le matériel est un peu scandaleux à mes yeux. Et c'est là que le téléphone devient complètement paradoxal, puisque pour moi, je trouve que pour les créateurs de contenu, cet appareil est parfait. Tu peux filmer en 8K, tu as une fonction Vlog, tu peux enregistrer avec les caméras avant et arrière en même temps. Le format pliant est une révolution, tu peux le poser n'importe où et tu peux même cadrer facilement grâce à son écran externe. C'est génial. Mais toute cette excellence logicielle est complètement desservie par un matériel photo qui n'a pas été mis à jour. Ok, le design c'est un succès, la fiche technique par contre, bon, elle me laisse un peu sur ma faim. Maintenant parlons d'expérience logicielle. Le Flip 7 tourne sous Android 16 avec la surcouche One UI 8. C'est fluide, c'est rempli de fonctions IA qu'on connaît et l'interface s'adapte plutôt bien au format pliable, surtout sur les applications Samsung ou sur YouTube. Et pour la première fois, le Flip 7 supporte Samsung DeX. Tu le branches à un écran et tu as une station de travail portable. Sur le papier, c'est prometteur, sauf que Samsung bride volontairement l'expérience du Flip 7. De base, cet immense écran externe n'affiche que ce que Samsung veut que tu vois, c'est-à-dire des widgets, la météo, l'appareil photo et c'est tout. Et c'est là que la frustration monte. Contrairement à un Motorola Razr qui te donne vraiment les clés d'expérience Android complète sur cet écran externe, Samsung, lui, cloisonne cette expérience. Donc impossible de lancer n'importe quelle application par défaut. Mais le pire, c'est que la partie la plus mesquine dans tout ça, c'est que tu peux débrider facilement cet écran. Enfin, facilement, c'est que c'est possible, sauf que c'est mis nulle part en avant par Samsung. En fait, la démarche à suivre, c'est que tu dois télécharger une application pour débloquer donc cet
écran externe. Une application qui n'est même pas préinstallée. Donc tu dois aller le chercher non pas sur le Play Store de Google, mais sur le store de Samsung. L'application s'appelle Good Locks. Et ensuite, il faut que tu installes un module qui s'appelle Multistar. Et sincèrement, les noms des réglages, les options à cocher, c'est pas du tout intuitif. Et même après ça, il reste quelques bizarreries. Personnellement, j'utilise le clavier SwiftKey pour écrire en glissant, mais sur l'écran externe, je sais pas pourquoi, tu es obligé de te coltiner le clavier Samsung et tapoter. C'est un détail, mais ça rend l'expérience perturbante. Tu dois constamment jongler entre tes habitudes et ce manque de flexibilité qui t'est imposé. C'est dommage de voir que sur ce point, Samsung est en net retrait. Il limite par défaut l'usage de ce second écran et à mes yeux, c'est le cœur de la plus-value du Flip. Moi, j'adore utiliser les applications sur l'écran externe dans les transports en commun et quand j'ai un besoin d'un plus grand affichage, j'ai juste à l'ouvrir. C'est ça la magie du format à mes yeux. Mais Samsung, en compliquant l'accès à cette magie, passe à côté de l'essentiel. Et ça nous emmène à la question que tout le monde se pose. Avec ce grand écran externe, est-ce que l'autonomie est enfin au rendez-vous? La réponse est oui, un peu, mais ça ne sauvera pas vos soirées. Je m'explique, la batterie de 4300 mAh, c'est une belle amélioration. En usage classique, le téléphone tient la journée, c'est suffisant, tu finis ta journée sans angoisse. Et dès que mon utilisation est devenue un peu plus intensive, en faisant des jeux, du streaming vidéo, beaucoup de photos pendant mon voyage, là, c'est une autre histoire. J'ai systématiquement dû recharger pour être certain d'atteindre la fin de soirée, et c'est là qu'on touche à un point qui m'en fout. La recharge filaire est bloquée à 25 watts. 25 watts. C'est quand même triste de voir qu'un des leaders du marché se fait complètement distancer par des concurrents comme Xiaomi, Honor et bien d'autres. En 2025, dans cette gamme de prix, cette vitesse de recharge n'est pas juste lente, c'est la plus faible du marché. Cette frustration quotidienne de la recharge, elle vient s'ajouter à tous les autres compromis. Alors, après des semaines de tests, qu'est-ce que je retiens de ce Galaxy Z Flip 7? C'est le téléphone du compromis stratégique. Il y a des points qui fâchent et on ne peut pas les ignorer. L'incertitude sur la solidité de l'écran sur le long terme, et c'est pour cette raison que je déconseille d'acheter le Galaxy Z Flip 7 d'occasion. Les capteurs photo qui sont du recyclage pur, la charge rapide qui est lente avec 25 watts, et bien sûr l'Exynos au lieu du Snapdragon de son grand frère, le Fold 7. Mais c'est là toute la complexité de ce Flip 7. Ce téléphone est magnifique, la charnière respire la qualité et on ne remarque vraiment plus le pli. L'écran externe est grand, lumineux et c'est un plaisir à utiliser une fois qu'on a pris la peine de le débrider. À son prix de lancement, plus de 1000 €, ce téléphone est un mauvais achat. Mais aujourd'hui, on le retrouve aux alentours de 700 € et à ce prix-là, le téléphone en vaut la peine. C'est ça son juste prix. Ce Flip 7, c'est le téléphone de la maturité matérielle pour Samsung. Le design est réussi, le pli est géré et il est ultra compact. Mais il faut qu'ils peaufinent la partie logicielle, qu'ils arrêtent de brider leur spectre. Alors mon conseil final est simple. Premièrement, n'achète pas le Flip 7 FE. C'est un Flip 6 rebadgé qui concentre tous les défauts que le Flip 7 lui a corrigé. Deuxièmement, si tu veux vraiment le téléphone maintenant, achète-le aux alentours de 700 € et sinon, mon vrai conseil, c'est d'attendre l'année prochaine. Samsung aura encore amélioré son concept et le Flip 7 sera encore moins cher. Au final, ce n'est pas juste un téléphone, c'est une question. Et la question que Samsung te pose, c'est à quel point es-tu prêt à faire des compromis pour le style? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!